Au moment où Lady entre au Panthéon, une autre dame, elle aussi, est entrée au Panthéon et on ne parle que d'elle. C'est elle qui fait l'actualité de telle sorte que le monde entier est suspendu et toutes les chaînes de télévision ne parlent que d'elle. Élisabeth II. Élisabeth II, reine d'Angleterre, depuis 1952, est décédée à l'âge de 96 ans, après 70 ans passés sur le trône des reines. Le monde entier est en train de lui rendre un hommage à la dimension de son âge, de son histoire. Elle qui a traversé la guerre mondiale, elle qui également a connu pas mal de papes et beaucoup de chefs d'État, et elle qui s'en va maintenant se reposer à un âge bien avancé. Élisabeth II, c'est aussi notre histoire, parce qu'elle ne concerne pas que les Européens, elle ne concerne pas que l'Occident, elle ne concerne pas que les autres. Parce que Élisabeth II, derrière elle, on peut voir des trésors, on peut voir une richesse hors norme, on peut voir justement aussi une femme qui a entretenu des relations avec les dirigeants du monde entier. Élisabeth II, c'est d'abord la longévité au pouvoir. On peut se dire qu'elle n'aura pas été la seule à avoir 70 ans au pouvoir, puisque d'ailleurs, on pourrait parler du roi de la Thaïlande, Rama IX, qui est mort en 2016 après avoir passé lui aussi 70 ans et 4 mois au trône. Aussi, on pourrait voir quelqu'un d'autre qui a battu tous les records, à savoir Louis XIV, qui a battu le record avec 72 ans au pouvoir bien sonné. Bien sûr que quand on voit cela, on pourrait bien dire, oui, pourquoi est-ce que les Occidentaux donc combattent les régimes africains? Pourquoi est-ce que les Occidentaux ne veulent pas que les chefs d'État africains aussi durs au pouvoir? Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement Élisabeth II qui a duré au pouvoir, dans la mesure où aujourd'hui nous avons aussi la reine du Danemark qui, elle, a déjà fait 50 ans au pouvoir, sans oublier aussi Karl XVI au niveau de la Suède qui est en train d'aller à 48 ans de pouvoir. Il est encore jeune, donc il pourra encore battre un certain nombre de records, puisque nous sommes dans la période des records. On pourra aussi parler d'autres monarques du monde entier, que ce soit au Japon, où on a vu l'empereur mourir à l'âge après avoir passé 67 ans au trône, ou même on pourrait aussi dire qu'on a aussi vu d'autres tels le sultan de Brunei au trône pendant presque autant de temps, une cinquantaine. C'est donc dire que aujourd'hui, beaucoup disent que les chefs d'État africains devraient aussi rester là parce que eux aussi
ils méritent les mêmes égards par rapport aux Occidentaux. La seule différence est que, à part le roi de Brunei, qui est exagérément aussi très riche, avec, on le dit d'ailleurs comme le souverain le plus riche du monde, qui assure à la fois le rôle de roi et aussi de premier ministre, tous les autres ne gouvernent pas. Ils ne gouvernent pas. Donc, les premiers ministres changent. C'est les premiers ministres qui font leur gouvernement. Comme justement Elisabeth II vient de voir d'ailleurs la nouvelle première ministre qui est venue la saluer alors que elle, 3 jours plus tard, elle devait mourir. Les premiers ministres changent donc. Ce n'est donc pas un pouvoir qui est concentré entre les mains du roi, comme on en trouve en Afrique, où vous avez Paul Biya qui est chef d'État, chef du gouvernement, qui gère tout, qui décide tout, et jusqu'à la justice. Lorsqu'on regarde une certaine organisation également, on va se rendre compte que Elisabeth II aussi, même si elle coûtait quelque chose à l'État, ne détournait pas les fonds publics. Ce n'est pas l'État, elle ne vivait pas sur les fonds publics. Elle ne dépendait pas entièrement de l'État, même si la couronne ou alors ses charges étaient prises en charge. Excusez-moi de répéter ainsi. Elisabeth II, bien au contraire, on peut dire, contrairement aux chefs d'État africains, payait les impôts. Quelqu'un peut me dire, où est-ce que Dos Santos a payé ses impôts? Quelqu'un peut me dire, là où Sassou Nguesso paye ses impôts? Quelqu'un peut me dire, où Obiang Nguema paye ses impôts? Quelqu'un peut me dire, où Paul Biya a versé un seul centime pour ses impôts? Bien au contraire, les chefs d'État africains, eux, ils préfèrent prendre tout l'argent du contribuable et puis ils redistribuent ça comme des dons. Lorsqu'ils construisent un pont, on dit c'est un don du chef de l'État. Lorsqu'ils inaugurent un petit hôpital, c'est un don du chef de l'État. Alors que ce sont les matières premières. Ils prennent cet argent et ils viennent construire des maisons en Europe. Ces maisons qui sont justement saisies, comme aujourd'hui, les biens du fils de Sassou Nguesso, Christelle Nguesso, qui ont été saisis par la justice française, juste parce qu'il pille chez lui, et il va plutôt acheter de grandes maisons en Occident, en France particulièrement, qui transforment en hôtel privé avec des milliards et des milliards. Par la suite, quand ils ne sont plus d'odeur compatible avec la France les saisit. C'est simple. Et c'est un cycle infernal où on a vu les bongos tomber. On voit actuellement, par exemple, Obiang Nguema se débattre avec son fils. Et où on commence déjà aussi à citer Paul Biya. Cela veut donc dire que nos chefs d'État ne produisent pas. Ils sont des consommateurs et des détourneurs. Alors, Elisabeth II, lorsqu'on essaie de regarder la fortune familiale, la fortune de ce qu'on peut appeler la cour royale, elle est énorme, puisque elle est d'ailleurs chiffrée à 438 millions de dollars, d'euros plutôt. 438 millions. On ne compte pas les châteaux, puisque rien qu'en la voyant, on ne peut pas imaginer que derrière elle, il y a une fortune avec 17 supermarchés,
les éoliens, sans même oublier aussi les joyaux de la couronne et bien d'autres choses. Je ne compte pas de l'équitation, ça c'est des petits revenus. Je ne compte pas d'autres ressources qui peuvent venir de gauche à droite puisque la couronne royale détient 133 000 hectares de terre. C'est donc énormissime. Et cette couronne royale pèse 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros. Et la couronne royale n'utilise pas cet argent. C'est plutôt aujourd'hui ce qu'on peut appeler, par exemple, comme des biens de la couronne royale, c'est géré par le ministère des Finances, qui redistribue cela à l'État, donc au gouvernement, et une partie à la famille royale, c'est-à-dire 15%. La famille royale retient donc, ou gagne donc, sur le dos de l'État, on peut le dire, peut-être 93 millions pour payer les charges, pour refaire les châteaux, ou alors le palais. Mais cependant, rien que parce que les gens viennent visiter l'Angleterre, rien que parce que les gens viennent visiter la tour de Londres, où sont les joyaux d'Élisabeth II ou de la cour royale, eh bien, ça rapporte à l'Angleterre 500 millions d'euros par an. 500 millions d'euros par an. Ce qui veut donc dire que Élisabeth II, c'est elle plutôt qui donne de l'argent à l'État, puisqu'elle produit. Oui, elle produit. Ce que déjà, elle a, par exemple, les palais ont été récupérés par l'État, mais surtout, comme je l'ai dit, lorsqu'elle reste là, le monde entier vient. Elle ne va pas à l'hôtel intercontinental comme Paul Biya, dépenser son argent là-bas. Elle ne va pas en France pour aller rester dans un hôtel là-bas. Mais bien au contraire, le monde entier quitte et s'en va là-bas au niveau, ne serait-ce qu'à la Baille, où elle a été couronnée et où Charles III également sera couronné. Eh bien, on attend des millions et des millions de visiteurs. Voilà donc la différence entre les vieux rois africains ou bien les vieux présidents africains et ce que l'on appelle ici les rois, que ce soit en Europe, que ce soit même en Asie, Hirohito par exemple au Japon ou ailleurs. Les rois sont d'abord riches. Pas forcément qu'ils ont pillé les caisses de l'État. Mais parfois, ces rois, derrière l'image qu'on nous montre, il y a autre chose qui se cache. Derrière ces figures angéliques qu'on montre, il y a parfois des crimes qui sont faits au profit de leur pays et dont nous, Africains, nous sommes victimes. Oui, les rois occidentaux, qu'ils paraissent innocents ou angéliques, qu'ils soient vénérés, tous, ou quasiment tous, ont pris leur richesse sur le sang africain. Et Élisabeth II, même si elle n'a pas participé, mais tout au moins parce que cette richesse lui a été transmise, tels que les châteaux, au moment où son père, Georges VI, meurt, elle va hériter de ses biens. Or, ces biens viennent d'où? Ces biens viennent de l'Afrique. Cela veut tout simplement dire que
lorsqu'on voit certains rois ici, et ils sont partis prendre en Afrique, voler en Afrique, piller l'Afrique, tuer l'Afrique, et leurs descendants profitent aujourd'hui. Nous, en Afrique, nos rois pillent nos pays, volent nos pays, et finalement viennent avec ça ici en Europe, ce qui est totalement aberrant. Élisabeth II, sans vouloir donc faire son procès, parce que tout au moins c'est sous sa houlette que les indépendances ont été obtenues à partir de 1962, mais aussi c'est sous sa houlette qu'on a pu voir des gens comme Mandela sortir de la prison. Mais quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, on n'oubliera pas que ces biens viennent des morts de l'Afrique, du pillage de l'Afrique et surtout des crimes contre l'humanité. Parlant des crimes contre l'humanité, on dit, lorsqu'on est mort, chacun a la formule, que son âme repose en paix. Mais derrière aussi, chaque mort, il y a un réveil. L'histoire qui est belle et l'histoire qui est mauvaise. Et comme je le disais, Élisabeth II sera bien sûr enterrée, va retrouver ses ancêtres qui ont fait beaucoup de mal à l'Afrique. Et elle sera remplacée par Charles III, qui rappelle aussi de très mauvais souvenirs pour l'Afrique. L'Afrique, lorsqu'elle va entendre ce nom résonner, que c'est le nouveau roi d'Angleterre, parce qu'on nous a caché notre histoire, on ne fera qu'applaudir Charles III. Et pourtant, Charles III rappelle tout simplement les mauvais souvenirs de Charles II. Charles II, qu'on peut qualifier comme le pionnier de l'esclavage. Charles II, qui, bien sûr, a succédé à son père, Charles Ier, qui, lui, il faut le dire, l'Angleterre, à cette période-là, avait quand même connu une transition d'une petite république. Et puis, sa tête a été coupée en 1649. Il faut se dire que quand on parle de Charles, de la famille Charles, en Angleterre, nous, Africains, nous devons trembler. Parce que c'est en 1631 que justement, sous les Charles, on a commencé à transporter des Africains pour aller avec eux aux Antilles britanniques. C'était douloureux, puisque entre le XVIIe et début 19e siècle, selon les historiens, eh bien, la couronne royale a transporté plus de 3 millions d'Africains comme esclaves. Ces esclaves étaient livrés non seulement dans les Antilles britanniques, mais aussi au niveau de l'Amérique du Nord, qui plus tard va devenir les États-Unis d'Amérique.
Et contrairement aux autres, comme on parle souvent des Français, quand on parle des Espagnols, quand on parle des Portugais, qui, eux, avaient préféré que ce soit les gens comme ceux qui étaient là, les barons de tels, qui faisaient dans le commerce de l'esclavage, le trafic et tout ça, la traite négrière. Mais c'est la cour royale d'Angleterre qui faisait ce trafic-là. C'est pour ça qu'ils sont immensément riches. Quand on parle de la richesse de la reine d'Angleterre, quand on parle de la richesse de Charles III, ces richesses viennent de l'esclavage, de la traite négrière, parce que la couronne royale était impliquée complètement corps et âme. Les Africains ont souffert, puisqu'à Barbade, jusqu'à présent, on a découvert des fosses communes où les Africains ont été enterrés. L'espérance de vie était à peine de 20 ans. On les torturait, on les maltraitait, on les martyrisait. Ainsi, l'homme africain a souffert pour cette couronne royale d'Angleterre, puisque justement, à une certaine époque même, il y a eu Georges. Quand on vous dit que le père d'Élisabeth II s'appelait Georges, eh bien, c'est justement aussi Georges qui a encore été le premier à dire que non pour la traite négrière. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je ne laisse pas l'esclavage. On va même maintenant alors prendre des Africains de force pour les mettre dans l'armée britannique pour qu'ils aillent combattre. Ça, c'est Georges. Et il ne faut pas oublier que justement, quand on va voir Charles, Charles va créer une société qu'on va appeler la Royal African Society. Et cette société est uniquement faite pour le trafic des esclaves, où il va nommer son frère qui s'appelait William. Vous connaissez le prince William, vous connaissez le prince Charles. Vous voyez donc d'où sortent ces noms-là. C'est William qui gérait donc l'argent de l'esclavage et de la traite négrière. Et voilà, à travers ces trafics de nos aïeux, de nos ancêtres qui ont souffert, comment l'Angleterre s'est tapé une couronne royale que tout le monde applaudit, que tout le monde loue, comme si c'était un sanctuaire saint. Et pourtant, c'est là où le sang a coulé. C'est là où les Africains ont été maltraités, laminés. Et en fin de compte, lorsque justement arrivera qu'on va passer que Charles, pas Charles maintenant, c'est William IV qui meurt, eh bien comme cadeau, on va dire, c'est sa nièce qui vient au pouvoir. Elle va s'appeler, et tout le monde le sait, Victoria, l'arrière-grand-mère d'Élisabeth II. C'est donc Victoria qui arrive au pouvoir, enfin, au trône, comme reine. Elle avait 19 ans, donc encore beaucoup plus jeune qu'Élisabeth II, qui est montée au trône à l'âge de 25 ans. Quand Victoria monte, on dit il n'y a plus d'esclavage à partir de maintenant. Donc, ils se disent que, voilà, on a aboli l'esclavage. Et l'Empire, le Parlement, va d'ailleurs suivre, puisque le Parlement britannique va dire, ok, on va arrêter, mais voilà ce qui va se passer. On va essayer de dédommager ceux-là qui utilisaient des esclaves et qui ne peuvent plus les utiliser. Une loi sera votée pour 20 millions de livres, c'est-à-dire l'équivalent de
500 milliards de dollars aujourd'hui. Ils ont été dédommagés, mais pas les esclaves eux-mêmes. Donc, quelqu'un est parti prendre les Africains. Les gens sont partis prendre les Africains, les ont maltraités. Et par la suite, c'est eux qui sont dédommagés. La famille royale elle-même aussi, elle est dédommagée. Voilà donc comment ça s'est passé. Et quand Victoria a été reine, non seulement il y avait le racisme, mais il y a encore eu un mépris incroyable pour l'homme africain. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour nous venger. Mais il faut dire l'histoire telle qu'elle est. Il ne faut pas la détourner. Il ne faut pas l'embellir. Il ne faut pas embellir ceux qui ont fait cette histoire. Il ne faut pas embellir ceux qui ont hérité du sang des Africains. On ne peut pas embellir et tromper le monde entier parce que l'homme africain ne peut pas revendiquer ce qui lui appartient de droit. Les Africains doivent être dédommagés par rapport à ce qui a été fait. La couronne d'Angleterre, ce qu'ils appellent aujourd'hui Crown Estate, lorsqu'on voit ça, ça vient juste d'un mot d'esclavage, parce que quand ils prenaient les esclaves, ils appelaient ça Negroes of the Crown. C'est ça qui est devenu Crown of State, ce qui veut dire que la couronne, le patrimoine royal. Or, ce patrimoine royal repose, répétons-le, disons-le et revendiquons-le, de la sueur, du sang de nos parents, de nos aïeux. Oui, on ne peut pas effacer l'histoire. On ne peut pas effacer la mémoire. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé, même s'il faut pardonner. Aujourd'hui, Charles III, qui est la continuité peut-être de Charles, pas là, peut-être, puisque Charles I, il y a eu, Charles II, et il y a eu, maintenant Charles III. Sans pour autant oublier qu'il y a un William qui lui aussi sera roi. Qu'ils assument leur passé esclavagiste et qu'ils assument et qu'ils cherchent à demander encore et encore pardon aux Africains et que la couronne royale ne revienne pas tout simplement à l'État, mais aussi qu'on puisse faire tout pour que les Africains soient dédommagés de la même manière que les Occidentaux ont décidé que les Allemands les dédommagent suite aux atrocités qui ont eu lieu lors de la guerre mondiale. On ne saurait faire la loi du plus fort et du plus faible, 2 poids, 2 mesures.